Bonsoir. Enquête sur une nouvelle forme de braquage, sans armes ni violence, des escrocs qui se font passer pour des présidents. Nous avons retrouvé son pionnier aujourd'hui en cavale. Ils sont passionnés de Napoléon. Ils vont reconstituer la bataille de Waterloo, dont c'est le bicentenaire. 6000 figurants, 360 chevaux sans canon pour faire revivre la légende de l'empereur. Comment continuer à faire des caricatures après les attentats du mois de janvier contre Charlie Hebdo? Portrait de cette nouvelle génération de dessinateurs de presse. Bonsoir à tous. Pour ouvrir ce magazine, une incroyable histoire d'escroquerie, d'arnaque aux entreprises. Vous allez entendre le pionnier, l'homme à l'origine de ce type d'opération frauduleuse. Condamné en France, nous l'avons retrouvé en cavale à l'étranger. C'est lui qui a inventé ce que l'on appelle l'arnaque au président, ou comment un escroc qui se fait passer pour le PDG d'une entreprise parvient en quelques coups de fil à manipuler des salariés, des employés pour voler d'importantes sommes d'argent. La Poste, Michelin, Intermarché sont parmi les centaines de victimes. Cette enquête est signée Élise Le Guével et Emmanuel Lejeune. Élise répondra ensuite aux questions de Guylaine sur ce plateau. Nous allons vous raconter une histoire qui dépasse de très loin la fiction. Une histoire d'escrocs qui se prétendent PDG, de faux agents secrets et de vrais virements par millions d'euros. Une histoire qui pourrait faire sourire si elle n'avait pas brisé la carrière de Sabine Clément et de tant d'autres. C'était en 2006. Sabine est alors à la tête d'une petite agence bancaire de Seine-et-Marne. C'est elle qui peut commander des fonds pour les distributeurs automatiques. Un samedi matin, une demi-heure avant la fermeture de la banque, elle reçoit un appel. Son interlocuteur se dit le président de la banque LCL. Dit voilà, je suis le président, vous devez faire, donc vous écoutez, vous dites attendez, si j'ai bien compris, c'est ça que je dois faire, oui, et puis ça raccroche, hein, en gros c'est à peu près ça. Il lui a donné un seul ordre, répondre à un agent de la DGSE qui va la contacter. Quelques minutes plus tard, le pseudo-agent secret appelle, lui explique que certains de ses riches clients sont impliqués dans des réseaux terroristes. Il m'a dit ouais, vous savez, voilà, moi, vous avez des enfants. Il me dit ben moi je travaille pour leur donner un monde meilleur. Justement, je participe à la lutte antiterroriste. Lors des communications qu'on pourra avoir, il y aura toujours un code qu'il faudra mentionner, qui était, si je ne me trompe pas, le 798. Voilà. Fallait que j'en parle à personne, il fallait surtout pas que j'en parle à quelqu'un du Crédit Lyonnais qui pourrait être impliqué. Enfin, si vous voulez, il vous fait une espèce il resserre l'étau, vous êtes toute seule. À force de manipulation et d'emprise, il va la convaincre. 5 jours après le premier appel, Sabine va faire une commande de 978 000 euros. L'escroc lui ordonne de placer les billets dans une boîte, puis dans un sac de voyage. Il lui demande de louer une voiture, faire les 320 km qui la séparent de Paris, se garer place d'Enfer Rochereau, prendre un taxi, direction les Folies Bergères. L'escroc la maintient sous emprise, il l'appelle toutes les 20 minutes jusqu'au lieu de rendez-vous, un bar quelconque du 9e arrondissement. Dans le bar, il m'a dit vous vous asseyez, vous commandez un coca que j'ai commandé et ensuite il m'a dit vous allez descendre dans les toilettes et là il y aura une personne qui va venir frapper 3 fois et dire 2 fois ok. Sabine s'enferme dans les toilettes. Elle attend le signal, glisse le sac par l'entrebâillement de la porte. Quelques minutes plus tard, elle aperçoit une silhouette s'enfuir avec son butin. Sabine Clément ne reverra jamais l'argent. Voici l'homme qui a réussi à manipuler Sabine. Il s'appelle Gilbert Chicly. Aujourd'hui en cavale à l'étranger, il est le pionnier de ce qu'on appelle désormais l'arnaque au président. Depuis 2010, ces escroqueries se sont développées massivement. Aucune entreprise n'est désormais à l'abri. Les sociétés du CAC 40 sont attaquées 2 fois par jour. C'est une entreprise de destruction massive. Ces escrocs sont une poignée, tous installés à l'étranger. Comment procèdent-ils pour parvenir à leur fin? Je considère que c'est un braquage d'un genre nouveau, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas d'armes, mais il y a un bagou, il y a des fiches détaillées sur des employés qui sont des cibles. Gilbert Chicly, l'escroc en cavale, est-il toujours mêlé à ces arnaques?
C'est quelqu'un qui n'arrêtera jamais de vivre d'escroquerie. Il peut pas, il peut plus. De Paris à Tel Aviv, nous avons retrouvé les personnages clés de ces escroqueries hors normes. Gilbert Chikli, recherché par Interpol, nous a ouvert ses portes. Les gens comme nous, on vit pas vieux. Faut le savoir, ça. Ah bon, on vit pas vieux, nous. Quand la manipulation remplace les armes à feu, enquête sur un braquage d'un nouveau genre. Ce matin, Sabine Clément a rendez-vous chez son avocat parisien. Dans quelques heures, va s'ouvrir le procès de celui qui l'a manipulé et de ses complices. Elle a du mal à cacher son appréhension. Voilà, apprêtez-vous, je dirais, à un moment d'émotion, assez intense. Je suis déjà quelqu'un d'assez émotif à la base, donc ça va pas s'arranger. Ce sera aussi une thérapie, ce procès, et la manière de faire mon deuil. 9 ans plus tard, elle ne s'est toujours pas débarrassée du fardeau de la culpabilité. Moi, ce qui était dur, c'était, si vous voulez, c'était par rapport à ma famille, même par rapport à mon mari. Je me suis dit, je l'ai complètement exclu du truc. Enfin, d'expliquer ça à vos parents. Enfin, moi, je sais pas, j'ai vu mes parents dans un état. On savait quand même pas ce qu'allait arriver, si vous voulez. Et avant même de penser à ce que je pouvais être licenciée, etc., je me suis dit, mais je vais finir en prison, quoi. C'était vraiment, je me suis dit, enfin, voilà, qui va me croire dans ce que j'ai fait? Qui va me croire? Bah oui. Comment on va me croire? Et puis, vous savez, quand vous expliquez une histoire comme ça, enfin, les gens vous disent, elle est folle, elle est dans un feuilleton. C'est vrai que vu de l'extérieur, si vous voulez, on peut imaginer, on peut se dire, mais qu'est-ce qui lui a appris de rentrer dans cette espèce d'engrenage-là, quoi. Sabine Clément n'est pourtant pas la seule salariée à avoir été manipulée. Entre 2005 et 2006, pas moins de 17 banques et 19 entreprises ont été visées par ces mêmes escrocs. Près de 8 millions d'euros volatilisés. Dans la salle d'audience, une marée de robes noires. Le banc des prévenus, lui, est beaucoup moins rempli. Gilbert Chikli, le cerveau de l'affaire, est en fuite en Israël. Son ancienne amante et complice, Shirley, est là. Et visiblement, notre caméra n'est pas la bienvenue. Pourquoi vous filmez notre affaire? Pour quel motif? Ok, il n'y a pas de souci. Je suis l'investigatrice je suis l'ex-femme de la personne, Gilbert Chikli. Vous trouvez ça tout de suite? Condamnée à 2 ans de prison dans cette affaire, Shirley va finalement accepter de nous parler. Nous la retrouvons quelques jours plus tard dans un bar cossu de la capitale. Elle va nous raconter comment cette idée a germé en eux quelques jours après les attentats de Londres, en juillet 2005. Le point de départ, en fait, c'est de l'improvisation. C'est, je suis dans la merde, je cherche de l'argent, il faut que j'escroque quelqu'un. J'ai senti que sur des problèmes de terrorisme, on pouvait s'en servir pour obtenir des choses. Et lui, il a été capable de le faire avec un culot monstre. Ils vont alors contacter la directrice d'une banque postale à Paris, se faire passer pour le président, puis pour un agent secret. C'est leur toute première arnaque du genre. L'État a besoin de vous, madame. On a besoin de vous. On a besoin de vous, on a besoin de ces fonds. Vous allez les transférer. Vous ne dormez pas. Et vous allez répondre à tous nos appels. 1 an avant Sabine, la directrice va se laisser convaincre. Elle va apporter une sacoche de billets dans les toilettes d'un bar, place de la Nation. C'est Shirley qui va récupérer l'argent. Oui, j'ai pris 348 000 euros à la poste, ou 392 000 euros en espèces, au canon de la Nation, dans un sac. J'ai toqué à la porte. Je lui ai dit le code en question, brevet. Elle m'a passé la mallette sous la porte des toilettes. Je suis sortie du canon de la Nation et ensuite on a été compter l'argent, etc., etc. Donc moi, j'ai préféré me retirer à la première escroquerie. Je voulais plus fonctionner dans ces histoires. Lui, sachant que ça a fonctionné, il est passé à la vitesse supérieure. En 2006, Gilbert Chikli est arrêté. Les escroqueries s'arrêtent elles aussi. 3 ans plus tard, libéré avant son procès, il prend la fuite. D'autres arnaques apparaissent,
à l'échelle industrielle. Depuis 2010, plus de 700 entreprises se sont fait escroquer. Porsche, Michelin, KPMG. La palme revient à la société Vallourec, une entreprise du CAC 40. Elle s'est fait délester de plus de 23 millions d'euros. Les petites entreprises non plus ne sont pas épargnées. Carole Gratzmüller est à la tête de cette PME familiale, créée par son grand-père, spécialisée dans les composants hydrauliques. Bonjour Jean. Carole. Ça va? Oui. Une cinquantaine d'employés, des clients aux quatre coins du monde. Alors ça part en Russie. Alors là, la Russie, en fait, on attend le règlement pour que ça puisse partir. Parce qu'en fait, ils payent avant expédition. Carole surveille de près sa comptabilité, entrée comme sortie d'argent. Son entreprise a pourtant frôlé la catastrophe. C'était à l'automne 2013. Elle est en réunion à l'extérieur, comme souvent. Et ce matin-là, la comptable de l'entreprise reçoit une série de mails signés Carole Gratzmüller. Et la teneur, c'est quoi? C'est effectivement... Alors, le premier, c'est donc... J'ai le plaisir de vous annoncer que le traitement d'une opération financière confidentielle sera traité par vos soins. C'est censé venir de moi à son adresse. Donc à partir de là, elle va correspondre avec la personne qui se fait passer pour moi, par email. La personne qui se fait passer pour moi lui renvoie un email en lui disant « Nous effectuons en ce moment une opération financière concernant un rachat de société basée à Chypre. Cette OPA doit rester strictement confidentielle. Personne d'autre ne doit être au courant pour le moment. » Et en même temps, elle va être contactée par téléphone par quelqu'un qui se réfère du cabinet KPMG et qui traite tous cette opération confidentielle. Mise en confiance, la comptable est persuadée que l'ordre émane de sa patronne. Pendant 1h30, l'escroc va l'appeler toutes les 10 minutes, jusqu'à obtenir 4 virements, un montant total de 500 000 euros, à destination d'un compte à Chypre. En fait, j'ai découvert le poteau rose en début d'après-midi. Moi, quand je suis rentrée de ma réunion, donc je suis venue dans mon bureau, après l'avoir salué. Et à 1h30, elle est venue, ou 2h, je ne sais plus exactement, elle est venue me dire il y a une banque qui est au téléphone et qui voudrait une validation. Alors, je dis une validation de quoi? Elle me dit une validation des virements. Mais de quel virement? Et elle me dit les virements que j'ai fait, que vous m'avez demandé de faire ce matin. Je lui dis mais je ne vous ai pas demandé de faire de virement ce matin, j'étais pas là. Mais si, par email. Donc là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui avait anguille sous roche. De toute manière, je lui ai dit, mais de quoi s'agit-il? Je lui ai dit, combien vous avez viré? J'ai pris la banque au téléphone qui me demande de valider un virement de 150 000 euros. J'ai dit, absolument pas. Et puis là, je me suis rapprochée de ma comptable. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Et, bon, Carole parvient heureusement à bloquer 3 virements sur 4. La perte se limite à 100 000 euros, un moindre mal. Oui, ça aurait été tragique. Au fond, ils auraient pu tuer ils auraient pu tuer 50 emplois. Donc ça, si, c'est grave. C'est grave. Et puis, ou alors on aurait mis tellement longtemps à s'en remettre que de toute façon, on serait mort à petit feu. Mais aujourd'hui, votre comptable, elle fait toujours partie de l'entreprise? D'accord. Ça s'est terminé en bon terme ou... Combien d'entreprises ont été fragilisées? Combien de salariés dupés? Combien de licenciements et de drames humains derrière ces escroqueries? Nadine habite l'Est de la France. Cela fait des années qu'elle s'est fait elle aussi avoir. Elle a viré une très grosse somme d'argent, bloquée au dernier moment. Sous antidépresseurs, Nadine déroule sans cesse le fil de cette maudite journée. Mon esprit me disait toujours, est-ce que je dois pas? Mais il était tellement charmeur. Pourquoi charmeur? Il avait 9 voix. Ah oui. Il vous endormait, ah là là, ah oui. Il vous enveloppait? Oui. Puis il vous disait, je suis là. Voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance. Votre président, il attend que... il compte sur vous, voilà. Une fois l'escroquerie découverte, Nadine s'effondre. Et là, le docteur m'a dit, madame, je vais vous faire un accident de travail. C'est comme si vous aviez été agressé au guichet. Son entreprise ne l'a pourtant pas vue de cet œil. Nadine a finalement été licenciée. Elle n'a plus jamais retravaillé. On m'a vraiment, pas mis plus bas que terre, mais
on me regardait plus de la même façon. Je sais pas, moi j'étais quand même quelqu'un dans cette maison. Donc j'aurais aimé même qu'on me tienne par le cou ou par les... Je sais pas, qu'on me fasse sentir qu'ils étaient là. Et pas qu'on vous montre la... Et pas qu'on me dise, allez voir votre docteur et faites-vous arrêter. C'est vrai que je suis coupable d'avoir fait ce que j'ai fait, j'en suis consciente. Mais ils n'avaient pas le droit de me faire tout le mal qu'ils m'ont fait. Comment ces escrocs parviennent-ils à mettre sous emprise des comptables qui ont 20 ans d'ancienneté, des directeurs financiers chevronnés? Comment choisissent-ils leurs victimes? Quelles sont leurs méthodes? Nous nous sommes procurés des enregistrements sonores qui vont nous permettre de comprendre comment le piège s'amorce. Bonjour. Oui, bonjour madame. Puis-je avoir s'il vous plaît le service comptabilité fournisseur? La voix d'homme est celle d'un escroc. Il appelle le standard d'une entreprise et se fait passer pour un avocat de KPMG. Maître Pasteur à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Madame. Enchanté, mes respects du matin. Je reviens vers vous, madame, concernant le mail que mon assistante vous a fait partir fin de semaine dernière, sur lequel j'attendais un retour. Il prétend avoir envoyé un mail à la comptable. C'est en fait un subterfuge pour que sa future victime lui donne son email qu'il n'a pas. KPMG, j'ai pas de KPMG, j'ai pas de maître Pasteur. Jean-Marc Souvira, à la tête de la lutte contre la grande délinquance financière, va nous décrypter cette approche. C'est le travail le plus compliqué, là, ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il récupère des informations qu'il n'a pas. Il a une porte d'entrée, plusieurs couloirs qui partent, tout est éteint, il ne sait pas quel couloir il faut emprunter. Parce que dans une entreprise du CAC 40, par exemple, dans une grande PME, qui est la personne qui peut engager le paiement? Ça, on ne sait pas toujours. Donc le but, c'est d'arriver en un minimum de coûts. C'est un joueur d'échecs, hein. En un minimum de coûts, arriver sur le roi. Oui. Dans ce jeu d'échecs, l'escroc va avancer un pion pour tester son interlocutrice. Vous savez, aujourd'hui, les femmes font ce qu'elles veulent et en ce qui me concerne, elles font ce qu'elles veulent de moi. Les femmes font ce qu'elles veulent de moi. Là, la personne n'a pas ri à la blague. Donc ça, il le note, qu'elle reste professionnelle. Donc il a sorti un petit argument pour essayer d'amener la personne à lui. Et là, ça marche pas. Autre entreprise, autre escroc. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis maître Pasteur du cabinet KPMG. Le procédé reste le même. Toujours un certain maître Pasteur qui attend une soi-disant réponse au mail envoyé par son assistante. Pas une nouvelle, donc je voulais savoir si vous l'avez bien réceptionné. Ah, pas du tout, je n'ai rien du tout. C'est normal, il n'a pas envoyé de mail. C'est normal, il n'a pas envoyé. Il y a eu un petit problème informatique, c'est vrai qu'elle n'est pas là aujourd'hui, alors je ne peux pas vérifier si vous l'avez bien reçu ou pas. L'assistante n'est pas là. Directement de tout ça. Oui. Je vais vous faire une petite confidence, je fais partie de ces hommes qui, sans une femme à leur côté, sont un petit peu perdus, hein. Comme la plupart des hommes. J'allais dire, c'est pas tout à fait une confidence. Donc alors, Là, la personne est cadenassée. par rapport à ça, madame, est-ce que vous avez la possibilité de me redonner votre mail? Je vais vous le refaire repartir directement. Bien sûr. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous avez un numéro de poste direct où je pourrais peut-être éventuellement vous joindre? Bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Oui. C'est toutes les étapes de la construction de l'escroquerie. Et c'est bien vous qui êtes en charge des règlements au sein de la société, hein? Oui, oui. Je vous remercie beaucoup, madame. Bonne fin de journée. Merci. À vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et pour quelqu'un de lambda, c'est pas grand-chose. Pour un escroc, c'est juste fondamental. Et combien de temps il y a entre cette étape et le démarrage à 24 proprement heures. parler d'escroquerie? 24 heures. Il faut battre le fer quand il est chaud. Le piège est posé. Cette comptable recevra un faux mail et finira par faire un virement. Lorsque je fais des interventions dans des entreprises en matière de prévention, on fait écouter ces enregistrements. Toutes les personnes rient. Ben, moi, si ça m'était arrivé, je ne me serais pas fait avoir. Vous riez parce que vous êtes en groupe et qu'on vous a prévenu. Vous êtes 80, 100, 200. Ça fait une demi-heure que je vous ai expliqué comment fonctionne l'escroquerie. Vous écoutez, donc vous décodez le message et ça vous fait rire.
Sauf que le piège va fonctionner le vendredi à 17 h quand vous êtes seul dans votre bureau et que vous devez appuyer sur Enter pour envoyer l'argent ou pas. Depuis 2010, ces escrocs ont subtilisé plus de 360 millions aux entreprises françaises. Une fois que le virement est fait, où va l'argent? Il quitte la France, direction des comptes intermédiaires dans les pays de l'Est ou la Méditerranée. Quelques heures plus tard, il s'envole vers sa destination finale, la Chine. Autant d'étapes qui compliquent la tâche de la justice. Nous avons rendez-vous à la section cybercriminalité du parquet de Paris. La substitut du procureur Alice Chérif sait que le temps n'est pas son allié. Il y a une semaine, les escrocs ont frappé fort. Une grande entreprise française s'est fait dérober 15 millions d'euros. Un record. Olivier, je vous dérange pas. On a reçu les éléments traduits qui nous manquaient. C'est bon, je les ai là. D'accord. Vous pouvez vérifier le format pour voir si la calligraphie en chinois ressort bien. Depuis quelques mois, les escrocs ont renouvelé l'arnaque. Ils se font passer pour des fournisseurs existants. L'escroc va se faire passer pour le fournisseur, demandant la marche à suivre pour tout simplement opérer un changement de coordonnées bancaires. Tout ça semble parfaitement anodin, voilà. Et les escrocs ont tout simplement attendu que de vraies factures arrivent à échéance. L'entreprise a découvert le poteau rose lorsque le vrai fournisseur a appelé pour se plaindre des impayés. L'argent, lui, est déjà parti vers la Pologne, puis la Chine. Des opérations de décaisse peuvent arriver extrêmement rapidement. C'est quoi, la décaisse? La décaisse, c'est le fait de tout simplement soit revirer encore une autre fois vers d'autres comptes ou d'opérer des retraits directement au guichet ou au niveau des distributeurs. Donc c'est une vraie course contre la montre. Je reviens vers vous tout à l'heure, Olivier, du coup, pour la suite. En 24 heures, Alice Chérif a déjà obtenu l'aide de la Pologne. Ce matin, elle veut faire une demande officielle en Chine, via l'ambassade de France à Pékin, pour bloquer les comptes. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur Battesti? Oui, bonjour. Ici Alice Chérif au parquet de Paris. Les Polonais, ils nous ont répondu jeudi pour nous donner les comptes chinois. Et donc là, j'ai les éléments de traduction que je vais vous faire parvenir. Donc des éléments de traduction que j'ai eu quand même très très vite. Ce sera pris en charge du coup demain par les autorités chinoises. On va demander à ce qu'il soit pris en priorité compte tenu du caractère urgent de la demande. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Est-ce que vous avez un espoir? Je mets tout en œuvre pour essayer de récupérer quelque chose. On récupérera, je pense, pas des millions, peut-être quelques milliers. Nous ensuite, parce que parfois c'est pas décourageant de se dire ils ont une longueur d'avance et la chance de retrouver les fonds est finalement assez maigre. C'est décourageant, mais on se décourage pas. Parce que derrière chaque dossier, il y a une société qui forcément est en difficulté, avec potentiellement des employés qui sont en péril. C'est une véritable atteinte au tissu économique français. Donc faire en sorte que la machine de l'escroc se grippe et on y va. Voilà, il faut le faire. Après, on verra ce que ça donne. Derrière cette nouvelle vague d'arnaques, une cinquantaine de Français. Des complices éventuels de Gilbert Chicly ou des imitateurs. Jean-Marc Souvira les connaît, il sait même exactement d'où ils mènent leurs escroqueries. Donc ce sont des gens qui connaissent à fond le mécanisme de l'escroquerie, des mouvements bancaires, de la téléphonie et d'Internet. Et ils sont où ces gens? Ils sont sur Israël, puisque ce sont des Français qui ont pris la nationalité israélienne. Ils sont sur 3 villes, Ercilia, Netanya, Ashdod. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, du moins, ils ont l'intelligence de ne pas commettre d'infraction dans le pays qui les accueillait. Vous les avez vus là-bas? Ouais. On a vu, ouais. Ils vivent comment? Ils vivent dans une prison dorée parce qu'ils ne peuvent pas quitter l'État d'Israël. Est-ce que Gilbert Chicly, pour vous, est toujours un peu aux manettes? Je réponds pas. Vous pouvez pas répondre? Non. On ne sait pas? Non, je réponds pas sur Gilbert Chicly. D'accord. Ok. Gilbert Chicly, le pionnier de l'escroquerie, en cavale depuis 2009, est-il toujours derrière ces arnaques? Pour le savoir,
nous avons décidé de nous rendre en Israël, dans ces villes côtières dont nous a parlé Jean-Marc Souvira. C'est ici, dans cette localité du sud du pays dont nous tairons le nom, que nous avons retrouvé sa trace. Nous décidons d'aller frapper à sa porte, à l'improviste. Rentrez, j'ai pas voulu laisser la porte. Mais alors, évidemment, ils connaissent la maison. Hein. Gilbert Chicly nous accueille bien volontiers sur sa terrasse, au bord de sa piscine. Je vais changer de maison. Hein. Ah, vous voulez voir quoi? Piscine, il n'y a plus de lumière. Donc, on va voir. Il tient ensuite à nous faire voir que sa maison est très bien protégée. Des caméras partout et surtout, un homme en armes. On va taper parce que... Alors, je ne sais pas s'il est là. Ben voilà, apparemment c'est ouvert. Borch-Élysée. Il y a la télévision française qui veut voir le poste de sécurité. Vas-y, éteins les caméras. Voilà. Donc ça c'est la truc. Bon là, on éteint les caméras parce que c'est quand même un truc assez important. C'est là où pendant 24 heures sur 24 sont là. Évidemment, il est dans l'obligation de garder son arme et j'espère pour lui. Sinon, il va avoir quelques soucis. Gilbert Chicly et sa supposée fortune suscitent quelques convoitises. C'est vous qui l'employez ou c'est la police qui vous protège? Ah non, moi la police ne me protège pas, au contraire. Non, elle ne me protège pas. Non, c'est moi qui l'emploie. Parce que, encore une fois, je vous le dis et je vous le redis, parfois, on a quelques surprises. Et on ne sait pas d'où ça vient. Mais parfois, il y en a. Voilà. Son procès vient d'avoir lieu à Paris. Et Gilbert Chicly estime que la réquisition de 10 ans ferme est disproportionnée pour ce qu'il appelle une mauvaise plaisanterie. Qu'est-ce qu'on me reproche finalement d'avoir pris le téléphone et puis d'avoir téléphoné à certaines chefs d'entreprise? Bon, ben ça va, on le sait. Mais est-ce qu'on peut imaginer une seconde prendre 10 ans de prison pour ça? Je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. Alors, ben moi je me prends un petit verre de whisky, parce que... J'ai fait un whisky, voilà. Bon, peut-être que c'était de la bonne comédie. Hein. Maintenant, on va essayer de retrancher ça dans un contexte sympathique, parce qu'évidemment, vous avez manipulé, je manipule personne. Bon, c'était un jeu, c'était marrant. Bon, après, je me suis aperçu que non, que par malheureusement ces victimes qui ont souffert énormément. Bon, ben oui, je suis navré, je suis désolé, et je regrette profondément pour ces victimes. Voilà. Bon, ben je vous fais mes excuses. Je ne peux pas dire mieux que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse hormis de ça? C'est fait. C'est fait, on ne reviendra pas là-dessus. Gilbert Chicly le pense-t-il vraiment? En tout cas, il affirme ne plus être à l'origine des nouvelles arnaques. Vous savez, la justice française... Est-ce que c'est vous qui êtes derrière tout ça? Bon, alors d'abord, je ne suis derrière rien du tout. D'abord, ça continue. Alors moi, je vais vous répondre. Vous savez, quand vous donnez une recette sur Internet, on va parler de quelque chose de tout à fait naturel, d'un très très bon gâteau. Et que ce gâteau, on donne l'information de dire, quoi, écoute, c'est un très très bon gâteau. Alors, évidemment, les gens vont rentrer sur Internet et vont essayer de récupérer cette recette pour pouvoir faire exactement la même chose. Effectivement, ça continue. En tous les cas, ça continue, mais sans moi, hein, je tiens à le préciser. Et, bon, ben, qu'est-ce que... J'ai aucun moyen d'arrêter ça, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous pourriez éventuellement dire aux personnes qui... Mais dire à qui? À quoi? Est-ce que vous les connaissez? Mais il y a je sais pas moi, il y a 700, 800 personnes dans toute l'Europe qui font exactement la même chose. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ouvre le journal, ça se passe en Angleterre, ça se passe en France, ça se passe en Amérique, ça se passe... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Est-ce que vous avez l'impression d'être à l'origine de cet incendie? Indirectement. Et en tous les cas, je pensais pas à ça. Mais ça, j'y peux rien. Évidemment, la justice, elle pense que je suis derrière tout ça. Elle pense que je détiens toutes ces équipes. Et puis que je vaux 3 milliards de dollars aussi, etc., etc. Eh ben non. Eh ben non, c'est tout faux. Voilà. Je n'ai pas 1 milliard de dollars. Je n'ai, voilà, je vis tout à fait normalement. Voilà. Je n'avais pas 20 ans. Je ne pensais qu'à rire. Je vivais au présent, sans souci d'avenir. Alors ça c'est moi, tu vois, ça c'est moi qui l'ai écrit. Tu vois, je montrer qu'on n'est pas de... Et voilà. De quoi vit-il aujourd'hui? Il affirme désormais être dans la finance. Voilà. Moi aujourd'hui je peux prouver par A plus B que j'ai une société de forex, de market, donc en anglais de salle de marché, dans laquelle je suis régulé et dans laquelle je travaille tout à fait normalement et proprement.
je vous invite à venir dans ma société et puis à vérifier ce que vous voulez. Voilà, moi c'est transparent, il n'y a aucun problème. Avec aucun problème. Vous allez avoir 600 personnes devant vous et puis vous verrez, quand vous voulez. Demain, si vous voulez. Ouais, demain, oui, avec grand plaisir. Ouais. L'invitation de Gilbert Chicly sera de courte durée. Une fois la caméra éteinte, il n'est plus question de visiter sa nouvelle entreprise. Nous allons vous raconter comment le Forex, un marché professionnel de produits financiers très risqués, est devenu la niche de nouvelles escroqueries. Depuis 2000, les particuliers peuvent s'y aventurer via des courtiers. Sur Internet, les sites de pseudo-courtiers se multiplient. Cet homme, conseiller en optimisation fiscale, va nous expliquer comment Israël est devenu la base arrière de ces sites. La plupart abusent de l'ignorance de leurs clients. Regardez aujourd'hui en Israël, la quasi-totalité des boîtes Forex, le but est de ne jamais faire gagner les gens. Donc oui, c'est une forme d'escroquerie. C'est une forme détournée et polie de dire je vous ai pas escroqué, mais en réalité, in fine, vous avez pris l'argent, vous ne le rendez jamais. Et je ne crois pas qu'il y ait 10% de gens réellement crédibles dedans. Donc vous avez 90% de gens qui ne le sont pas. C'est la réalité. Pour vérifier ces propos, nous décidons d'essayer de nous faire embaucher chez un de ces courtiers. Le jour même, nous décrochons un rendez-vous, malgré notre absence d'expérience dans la finance. Notre profil les intéresse car nous parlons français, comme la clientèle qu'ils visent. Nous nous y rendons en caméra cachée. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'on fait. On est dans le marché de la finance. D'accord. Donc nous sommes en liaison directe avec les marchés boursiers, tout ce qui est marché financier. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 2 ou gestion ou économie ou des choses comme ça. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je n'y connais rien en finance. Pas besoin d'y connaître, d'accord. C'est pas compliqué. Moi, je viens pas du marché de la finance non plus, mais je suis un vendeur. D'accord. Donc l'essentiel, c'est de savoir vendre, tout simplement. Première consigne, ne jamais dire aux clients où se trouve le call center. Quand on appelle les clients, qu'est-ce qui s'affiche chez eux? C'est pas un numéro israélien? Non, on a un numéro français. D'accord. À aucun moment on leur dit qu'on est en Israël ou un truc comme ça, parce que donc, où on est à Londres, où on est en France, on a un numéro anglais qui peut s'afficher, ou un numéro français qui peut s'afficher. En réalité, il n'y a aucun bureau en Europe. Cet homme nous incite également à nous faire passer pour des courtiers expérimentés. L'avantage du téléphone, c'est que tu peux te faire passer pour le président de la République, il pourra le vérifier. Là, tu peux te faire passer pour un véritable expert trader qui a fait 8 ans à London School, qui est passé à Harvard ou n'importe quoi, il va quoi. J'imagine que les clients vous demandent, c'est une des premières questions. Au fond, ok, c'est risqué, mais je peux gagner combien? Vous leur dites quoi en moyenne? Généralement, nous, on leur dit entre 5 et 10% par mois, mais vous comprenez, on ne peut pas vous garantir, bien sûr, il y a toujours un peu de mensonge, ça c'est sûr, je ne peux pas vous mentir. Dans la banque, vous connaissez. Bien sûr. Non, mais la banque, que ce soit un t-shirt ou n'importe quoi, il y a du mensonge partout. Ça c'est sûr et certain, l'essentiel c'est de rentrer une fille. Le gros one shot, c'est moi qui l'ai fait, c'est 70 000 €. Et à la fin, il a gagné combien? À toute son histoire? Pour être honnête avec vous, notre intérêt c'est qu'il perd. Parce qu'on gagne plus d'argent quand il perd que quand il en gagne. D'accord, ça marche. De faux numéros de téléphone, des courtiers qui n'en sont pas, les méthodes rappellent celles des escroqueries au président. L'autorité française des marchés financiers publie régulièrement une liste noire de courtiers. Lors de notre tournage, ce site n'y figurait pas. Faute d'avoir son nom, nous n'avons pas pu vérifier si l'entreprise de Gilbert Chicly en fait partie. Il n'y a pas que la justice qui s'intéresse à ces escrocs. Le cinéma veut aussi s'en emparer. C'est une belle journée pour tourner. Sur le port de Jaffa en Israël, les équipes de techniciens s'activent. Pascal Elbé est en ville pour son deuxième film. Titre provisoire, La Page. Voici quelques extraits d'un reportage diffusé mi-mars sur une chaîne israélienne. Le nouveau film de Pascal Elbé s'inspire de la vie d'un escroc qui a arnaqué par téléphone des entreprises françaises. Dans le rôle de la femme de l'escroc, Julie Gaillet. Julie Gaillet, c'est la grande surprise du casting. Moi j'ai lu le scénario et j'ai adoré. J'ai tout de suite dit oui. Je l'ai lu comme ça, j'ai adoré. Ces images n'ont pas été tournées par nos équipes. Pascal Elbé a refusé de nous accueillir. Il nous a fait savoir, via son attaché de presse, que son film est en effet inspiré de faits réels, mais qu'il n'est en aucun cas le portrait de Gilbert Chicly. Ce n'est pourtant pas ce que nous a dit Gilbert Chicly lui-même lors de notre rencontre. C'est un film sur vous? Ouais.
Ouais, c'est un film sur moi, ouais, qui, apparemment, ça les intéresse. Ils ont décidé de faire un film sur moi. Voilà. Ils sont venus vous solliciter ou comment ça s'est passé au départ? Bon, ouais, ils sont venus me solliciter, ils m'ont proposé, et puis j'ai dit bon, pourquoi pas, et puis voilà. Pour en avoir le cœur net, nous avons voulu vérifier à Paris, auprès du Centre national du cinéma, l'organisme qui recense tous les projets de films français. Et là, surprise, les contrats signés en 2009 précisent que l'œuvre audiovisuelle sera bien tirée du vécu autobiographique de M. Chicly. D'ailleurs, le titre initial était « La vie de Gilbert Nessim Chicly ». Mais ce n'est pas tout. Gilbert Chicly est également co-auteur et co-scénariste. L'homme en cavale a déjà reçu 20 000 €. Il va toucher un pourcentage sur chaque entrée du film. Nous sommes allés montrer ces contrats à l'avocat de la Banque Postale, la toute première banque victime de l'escroquerie. Non. Non. Il a signé le contrat lorsqu'il était incarcéré? Oh, c'est insensé. Oh, c'est... Ah ouais. Ah, puis en plus, le titre. Ah, d'accord. C'est pour un roman La ville de Gilbert Chicly. Oui, oh, écoutez, c'est du n'importe quoi, c'est... Vous voyez, cette espèce d'euphémisation, enfin c'est même c'est de la dénaturation. Ce ne sont pas les aventures de Gilbert Chicly, ce sont les escroqueries de Gilbert Chicly. Il n'a pas fait d'aventure, ce type. Il a mis des personnes à genoux, c'est tout. C'est pas un héros, ce type. Gilbert Chicly nous a assuré qu'il reverserait tout l'argent du film à une association caritative. Il n'est pas certain que sa parole suffise. Sabine Clément est la seule salariée victime à s'être rendue au procès. Les autres employés, trop meurtris, n'en ont pas eu le courage. Gilbert Chicly a été condamné à 7 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Élise, cette femme, Sabine, vous le dites, c'est la seule à oser venir au procès. Alors qu'est-ce qui se passe pour toutes ces victimes après dans leur entreprise? Est-ce qu'elles restent dans leur travail? Est-ce qu'elles sont sanctionnées? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très difficile pour elles. La plupart du temps, elles sont soit licenciées, soit tout simplement placardisées. Elles souffrent en fait d'une forme de double peine. Non seulement ce sont ces salariés, ces victimes qui appuient sur entrée et qui font donc les virements de plusieurs millions d'euros, et en plus, elles ont l'entreprise porte sur elles un regard très dur. Elles sont un peu les personnes naïves, les idiots du village qui se sont fait berner. Donc c'est très difficile pour elles. Il y a un poids, la honte, la culpabilité qu'elles ont du mal à dépasser. Quand vous avez une banque qui se fait braquer, il y a un employé qui a un pistolet sur la tempe, tout le monde reconnaît le statut de victime à cette personne. Dans le cas de ces escroqueries, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a des cas de suicide, de dépression, de vie professionnelle et familiale qui sont ravagés. Alors en France, 10% des fraudes signalées par les entreprises concernent des faux ordres de virement. Alors pourquoi une telle ampleur? C'est un phénomène massif. Les sociétés du CAC 40 sont toutes attaquées 2 fois par jour. Il y a plus de 360 millions d'euros qui ont été dérobés. Et pourquoi autant d'argent et un tel phénomène? Parce que les escrocs savent s'adapter. Ils ont toujours un coup d'avance. Par exemple, en 2005, on a vu, ils se faisaient passer pour des agents secrets. Aujourd'hui, ils ont, moderniser le scénario. Donc, ils peuvent se faire passer pour des avocats, pour le fournisseur. On l'a vu dans le reportage. Donc, ils se font passer pour un fournisseur existant. Mais il y a aussi l'arnaque dans l'arnaque. Par exemple, c'est-à-dire, en 2012, vous avez les maisons d'édition d'Argo, la maison mère de Dargaud, qui s'est fait attaquer, entre guillemets. Donc, la comptable décroche. L'escroc lui dit « Je suis le patron, faites-moi un virement ». Elle hésite. Donc, l'arnaque est déjouée. Sauf que dès le lendemain, le vrai patron du groupe reçoit un coup de fil d'un certain commandant Girard qui se présente comme le commandant de la brigade financière et qui lui dit « On les a, faites le virement, faites le virement de l'argent, on a les escrocs, on va tracer les flux financiers et comme ça on aura un flagrant délit. » Il a fait le virement? Sauf que le commandant Girard n'existe pas. Et c'était un escroc. Heureusement, ils n'ont pas fait les virements. Donc voilà, vous avez l'arnaque dans l'arnaque. Et les enquêteurs français, quand ils ont alerté Interpol en 2010 en disant « Mais voilà, le phénomène est massif, dites-nous, renseignez-nous sur ces gens », Interpol leur a dit « Mais on dit aux enquêteurs, vous êtes le seul pays visé, car les escrocs sont français. » Sauf que c'est en train de changer. Depuis quelques semaines, le FBI s'inquiète. Ils sont venus voir aussi les enquêteurs français en disant, mais nous aussi, 250 millions de dollars ont déjà été dérobés aux entreprises américaines. Donc les équipes s'internationalisent et ils forment des anglo-saxons. Alors vous avez rencontré des policiers spécialisés dans ces enquêtes. À quoi est-ce qu'ils s'attendent dans les mois à venir? Les escrocs en ce moment sont dans les starting blocks. Puisqu'il faut savoir que fin juin,
juillet, août, c'est la période propice pour les escroqueries. Pourquoi? Parce que les cadres sont en vacances, une partie des cadres, les salariés sont plus seuls, donc plus isolés et plus fragiles. Mais il y a autre chose. Un enquêteur nous a parlé d'un gros coup qui serait en train de se préparer. Les escrocs, cette fois, voudraient viser non pas les entreprises, mais les particuliers. L'idée, c'est la même, se faire passer pour, par exemple, EDF ou des offices HLM, envoyer un mail ou un courrier aux particuliers en disant... Pour détourner le virement. Désormais, l'argent va être versé, vos factures, vous les payez sur ce nouveau RIB. Et vous imaginez si des millions d'euros de factures EDF et de loyers sont détournés au profit des escrocs, c'est une hécatombe. Et ça fait beaucoup d'argent. Merci Élise pour ces informations. Et maintenant, vous allez découvrir les images stupéfiantes d'un champ de bataille reconstitué par des milliers de figurants à pied ou à cheval. Ils sont français, anglais, russes. Leur héros s'appelle Napoléon et le rêve de leur vie, croiser le chemin de l'empereur. Il y a 200 ans, jour pour jour, cet homme de légende était défait à Waterloo. Alors pourquoi tous ces passionnés mettent-ils leurs pas dans ceux de Napoléon? Regardez la plus grande reconstitution jamais organisée en Europe. Un reportage d'Éric Voringer et Béatrice de Rochebouette. Béatrice rejoindra ensuite Guylaine sur ce plateau. À Borodino, dans la campagne russe, ils sont une poignée à avoir réservé leur place dans une machine à remonter le temps. Garde à vous! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la France! Vive la France! Vive les victoires! Vive les victoires! Merci et vous. Dans le civil, Alexeï est directeur d'un hôtel à Moscou. Mais plusieurs fois par an, il devient le général d'Orsen, héros de la grande armée de Napoléon. Ici, il n'y a que des Russes, déguisés en soldats français du 19e siècle. Leur passion, reconstituer des batailles napoléoniennes. Et Alexeï prend ça très au sérieux. Mes chers amis, il nous reste exactement 2 semaines avant qu'on ne parte à Waterloo. Nous aurons beaucoup de travail demain. Je vous demande une discipline de fer et de bien écouter les ordres. Et de ne pas vous dissiper. Depuis 30 ans qu'il reconstitue des batailles, Alexeï a appris à passer ses ordres en français. Merci. Cette année, il prépare un événement que les passionnés de Napoléon attendent depuis longtemps, le bicentenaire de Waterloo. Pour ce week-end de répétition, il commence par passer ses troupes en revue. Bonjour. Sur ce bivouac, aucun détail n'est laissé au hasard. Les habits, les tentes, tout a été recréé à l'identique, comme en 1815. Bonjour mon ami. Même la manière de manger et de cuisiner. Vous allez à Waterloo? Oui, sans nous rien n'est possible. Nous sommes 50. Oui, ils viennent tous. 50 soldats avec femmes et enfants. Eux aussi, le temps d'un week-end, vont dormir à même la paille, comme les grognards de Napoléon. Et au milieu du camp, avec sa forge d'époque, un personnage essentiel est en plein travail. Ce genre de forge existait dans les régiments de cavalerie, ainsi que dans l'infanterie, pour réparer toutes sortes d'objets. Des fers à cheval. Il faut dire que dans le petit monde de la reconstitution historique, Alexeï n'est pas n'importe qui. Pour le bicentenaire de Waterloo, c'est lui qui chargera à la tête de la cavalerie de Napoléon. Faites attention à vos camarades de droite et de gauche. Gardez les rangs. Et n'oubliez pas que dans 2 semaines, nous avons une sortie très importante. Nous partons pour les 200 ans de Waterloo. Dorsen! 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 Vive Dorsen! Vive Dorsen! Présentez! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la France! Vive la France! Vive les victoires! Vive les victoires! Changez! Vive l'empereur! Vive la France! Vive la France! Amoureux de la France, au point de s'identifier à un général d'Empire, Alexeï fait partie de ces milliers de passionnés d'histoire à travers le monde qui se sont donné rendez-vous aujourd'hui à Waterloo. Une commémoration sur laquelle plane l'ombre d'un géant de notre histoire.
Waterloo, c'est la défaite de Napoléon. Mais c'est aussi le début d'un culte qui a traversé les siècles. Pendant plusieurs semaines, nous avons accompagné ces amateurs d'histoire, ces simples curieux et ces inconditionnels de l'empereur dans les coulisses de la plus grande reconstitution jamais organisée et au cœur d'une passion française. En Belgique, une morne plaine, chère à Victor Hugo. Au pied de la butte du Lion, plus de 5000 soldats sont attendus à Waterloo. Mais à 1 mois et demi de l'événement, c'est une armée d'ouvriers et de pelleteuses qui balaye la campagne. Étienne Claude et Nathalie Duparc sont les organisateurs du bicentenaire. C'est une véritable fourmilière parce que toutes les troupes sont sur le qui-vive ici, tout le monde est sur le chantier. 40 millions d'euros d'investissement. Le site est restauré pierre par pierre. Certaines maisons sont même détruites pour rendre au champ de bataille son aspect d'origine. C'est un projet très ambitieux. Il fallait pour redonner à cette histoire toute son ampleur et toute sa grandeur. Plus de 5000 figurants et 200 000 visiteurs sont attendus en 3 jours. Le responsable des commémorations, Étienne Claude, veut leur offrir un spectacle à nul autre pareil. Une leçon d'histoire, grandeur nature. Eux n'ont jamais expérimenté des chars de cavalerie avec 300 chevaux. Ils n'ont jamais expérimenté 100 canons autour d'un champ de bataille. Et donc ils vont vraiment se prendre au jeu. C'est pas uniquement un spectacle, mais ce sera une manière de voir aussi sur le terrain comment ça se passait. Et rien ne doit déranger l'immersion des visiteurs dans ce moment d'histoire. Surtout pas la route nationale qui passe à proximité. On va donc devoir couper cette route et donc on aura un endroit calme, paisible. On sera dans cet espace un peu plus agréable. Sur ce site de 40 hectares, la reconstitution de la bataille n'est qu'une partie des festivités. Musée, hôtel, restaurant, le bicentenaire de Waterloo, c'est aussi tout un business, dont le conducteur de cette Bentley décapotable a bien l'intention de profiter. Une journée importante pour vous? Oh là là, vous n'arrivez pas tout à fait au bon moment, il ne me reste plus que quelques semaines. J'ai quelques petites réunions de chantier là. Hein. Vous êtes le bienvenu. Anthony Martin est un homme d'affaires belge. Alors faites très attention ici, parce que nous avons posé la dalle il y a 2 jours. Pour lui, le principal intérêt de Waterloo n'est pas historique, mais financier. Donc ici, on va avoir tout ce qui va être l'aspect marketing de la brasserie, donc toutes les vieilles pubs, toutes les créations. On va faire un petit cinéma dans la pièce là au fond à gauche. On va diffuser des films publicitaires, des films de l'histoire de la société. Il y a 1 an, il a acheté cet immense domaine à proximité du site de la bataille. Depuis, il le réhabilite et espère l'ouvrir aux visiteurs au moment des fêtes du bicentenaire. Ici, nous sommes en fait dans l'hôpital des Anglais, où pendant 3 jours, 6000 personnes ont été soignées. Nous avons développé un musée, nous aurons également un magasin, un comptoir de produits régionaux, et nous aurons effectivement un restaurant pour accueillir le tourisme et les gens surtout de la région. À la ferme de Mont-Saint-Jean, Anthony Martin a même créé sa propre brasserie, où il fabrique une bière dont la recette date elle aussi de 1815. Et pour mieux la vendre, il lui a trouvé un nom qui réconcilie les touristes français avec les Anglais. La bière Waterloo s'appelait la bière de la victoire. Nous avons vite supprimé le mot victoire, nous l'avons changé à la bière de la bravoure. Comme ça, nous sommes convaincus que cette bière peut être partagée avec nos amis français, comme elle peut l'être avec nos amis britanniques, bien sûr. Voilà l'entrée principale de la ferme. Comme vous voyez, on est prêt à accueillir nos milliers de visiteurs. Il faut encore un peu d'imagination. Mais Anthony Martin compte bien accueillir des touristes venus de toute l'Europe. D'Angleterre, de Russie et aussi, bien sûr, de France. À Saint-Malo, Franck Sanson est avocat. Mais dès qu'il arrive chez lui, il change d'époque pour endosser le costume de Napoléon. Où sommes-nous, Sanson? Ah ben, vous êtes sur mon empire. Tiens, bah regardez, j'ai mon grand maréchal qui arrive juste là. Salut.
Voilà. Comment allez-vous, sire? À votre service, sire. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Là, c'est impeccable. Mais dans le cas de Franck, rien n'est moins sûr. Je touche mes épaulettes, j'ai accès à mes poches. Ces galons d'empereur, il lui a fallu les gagner dans le monde des passionnés d'histoire. Je fais à peu près la même taille, mes yeux sont de la même couleur. L'empereur, il a une bouille ronde. Alors donc, le tout a fait que ça a marché. Et le monde de la reconstitution, entre guillemets, m'a adopté en tant qu'empereur. Mais c'est surtout grâce à sa science des uniformes et avec l'aide de Patrick, son costumier, que Franck est devenu le souverain de la reconstitution historique. J'aurais dit 5, ouais. Quand on fait un uniforme, il faut toujours aller chercher toutes les sources. Mais il faut faire attention parce que les tableaux nous mentent. Par exemple, si vous regardez ce tableau qui est quand même fait par David et qui était témoin oculaire, c'est-à-dire le gars, il a vu ce qui s'est passé. Sur ce tableau, il y a plein d'erreurs. Ici, vous avez un trait de broderie sous le bras de l'empereur qui n'existe pas. Une passion tellement dévorante que Franck Sanson franchit parfois l'étroite frontière qui sépare son rêve de la réalité. Ça, c'est pour monsieur François Hollande. Ça, c'est pour le prince Charles. Ah bah, il est gâté, lui. Hein. J'ai l'intention d'offrir des cadeaux à mes cousins. Comme je vais peut-être, je ne sais pas, hein, mais si j'ai le plaisir de rencontrer mes cousins, c'est-à-dire les monarques, le roi des Belges, le prince Charles, eh bien, je voudrais leur offrir des petits présents, des petits cadeaux. Et là, par exemple, j'ai prévu pour monsieur Hollande, eh bien, c'est une belle plaque brodée du royaume de Hollande. Et durant la reconstitution, vous êtes leur égal? Ah bah nécessairement, parce que je suis souverain. Donc on se rencontre entre souverains. Oui, évidemment, oui. Un peu mégalomane, Franck Sanson en convient. Dans l'habit de l'empereur, il lui arrive de se prendre vraiment pour un autre. Ce qui est plaisant dans la reconstitution, c'est que nous avons inventé la machine à voyager dans le temps. Il y a des moments quand même où on se pose la question. À Austerlitz, quand on est revenu du champ de bataille à Austerlitz, on chevauchait soir tombant dans la neige. Il n'y avait rien de moderne autour de nous et on galopait comme ça par moins 22. Et là on s'est demandé, on s'est dit, ah bah tiens, on est tombé dans un trou temporel et on était en 1805. Ça, c'est mes toilettes. Ça va aller dans ma tente, la petite tente pour faire pipi. Pour Franck, cette légère schizophrénie n'est pas un plaisir solitaire. C'est aussi une histoire d'amitié qu'il partage avec Christophe et Karl. Christophe, c'est d'abord un copain. On s'est rencontrés dans le milieu professionnel finalement, moi je suis avocat spécialisé en circulation routière et il est moniteur d'auto-école. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Bon, voici. Oui, voilà la victoire. Hein. Pour eux, les reconstitutions, c'est aussi une aventure collective pour partager leur passion et de quoi raconter leur campagne. Je pense qu'on va la gagner parce que ça va être sec. Une histoire d'amitié pour certains. Une histoire de famille pour les autres. Dans le Morvan, Marion s'entraîne dur avec ses parents Bernard et Véronique. Depuis 5 ans, ils apprennent ensemble l'art de se battre comme de vrais soldats de l'Empire. Ça revient un peu comme le polo. Il faut savoir donner le coup de sabre quand on donne un coup de maillet de polo. Mais si on n'est pas au bon endroit, si le cheval ne nous a pas mis au bon endroit, le coup de sabre ne sert plus à rien. À coup de sabre, Bernard et Véronique cherchent aussi à maintenir le lien avec leur fille et à nourrir leur complicité sur le champ de bataille. La règle du jeu dans la bataille, c'est que quand on est touché dans le dos avec le plat du sabre, on est mort normalement. Et donc on se protège mutuellement l'une l'autre, c'est-à-dire qu'on se prévient quand il y a un adversaire qui arrive dans le dos et on place notre sabre pour se protéger, ou alors l'autre va attaquer celui qui attaque et inversement. Je pense que je m'améliore un peu à chaque fois, sinon vraiment pour bien comprendre il m'a fallu quand même une petite dizaine de sorties. Pour ces éleveurs de chevaux, la reconstitution historique est également un moyen d'exercer le talent de leurs meilleures bêtes. Ils les entraînent tous les week-ends à triompher des obstacles des champs de bataille. Vous allumez carrément un feu. Voilà, parce que sur le champ de bataille de Waterloo, ce qu'on a observé quelquefois, c'est qu'ils allument des feux, et donc les chevaux peuvent être surpris en arrivant dessus. Donc c'est important de leur apprendre
qu'en fait, il n'y a pas de danger. Du feu, mais aussi des explosions qui peuvent effrayer les chevaux. On va commencer par un petit. Là, on passe un modèle au-dessus. Donc là, c'est nettement plus puissant. La jument s'attendait à quelque chose de plus doux. Donc son réflexe, c'est de se cacher derrière les talons. Les talons n'ont pas bougé du tout. Des heures d'entraînement pour respecter à la lettre chaque détail de l'histoire. Même si Bernard est parfois tenté de la réécrire à sa manière. Le côté frustrant, parce qu'à chaque fois qu'on a fait Waterloo, c'est vrai qu'on a dominé ce qui était en face. Et à la fin de la bataille, alors là, pour respecter l'histoire, d'un seul coup, on nous dit, on bat en retraite. Mais bon, on respecte l'histoire, on rejoint le bivouac en vaincu, historiquement vaincu. En avant. Tout le monde n'a pas la chance de posséder des chevaux. Mais il faut de tout pour faire une grande armée. Alors certains ont décidé d'y participer, avec des moyens plus modestes. Vendredi 12 juin, c'est le grand jour pour la famille Potet. C'est quoi sur le canapé, là? Il me semble que c'est vos chemises, vos pantalons et vos gilets. Ouais, je vais les prendre, allez. Oui, mamie, t'as raison. Ouais. Entre Isabelle et Jean-Luc, le ton monte. Un peu comme un jour de départ en vacances. Mais aujourd'hui, c'est vers Waterloo qu'ils se dirigent. On va gagner, Waterloo. Hein. On les aura, les Anglais. Hein. On aimerait bien. On les aura cette année. Ça passe toujours comme ça, un départ de week-end. Oui, c'est le bordel. Oui, encore assez calme. Des fusils, des tentes, des uniformes. Et chaque membre de la famille participe à sa manière à la commémoration. Alors, ça, c'est mon sac à main de bivouac. Et des cornes, c'est important. Voilà. Ils quittent la banlieue d'Amiens dans une voiture spécialement achetée pour se rendre à des reconstitutions. Ils dépensent la majeure partie de leurs modestes revenus dans cette activité familiale. Pour votre passion, vous avez beaucoup investi. Énormément, oui. Tous les habits, les fusils, les tentes, toutes les gamelles, mine de rien, qu'il faut arriver à trouver, c'est pas évident. Toute la petite vaisselle, les couvertures. Ah ouais, c'est énorme comme investissement. Investissement personnel, c'est énorme. Arrivés près de Waterloo, il leur faut d'abord rejoindre leur unité de combat. Bonjour. De quel régiment? 4e de ligne. Je vais aller voir. 4e de ligne. Ça va, Johnny? Allez, Au bivouac, ils ont l'air heureux de revoir leurs voisins de tente. Des habitués comme eux, qu'ils retrouvent à chaque reconstitution. On se salue, on s'embrasse, un peu comme dans un camping, au début de l'été. L'emplacement, te plaît? Ouais, on est bien. Ils n'ont qu'une heure pour monter la tente avant le coucher du soleil. Tout ce qu'il y a de plus simple. Non, je suis bien. Hein. Et en guise de matelas, ils auront droit à de la paille, comme les autres figurants de la reconstitution. Le lendemain, alors que le soleil se lève à peine, l'ambiance a déjà changé du tout au tout sur le bivouac. Vite. Allez. Dans le camp, on trouve au moins une dizaine de nationalités, You look wonderful, darling. y compris, sacrilège, des Anglais dans les troupes françaises. La passion de l'histoire n'a pas de frontières. Capra vin chaud. 3 pommes. La paille. Georges Lagove. La plupart de ces bénévoles portent le nom d'un vrai soldat de l'armée de Napoléon, dont ils connaissent en détail la biographie. C'est le cas de Jean-Luc, qui a pris l'identité d'un ancien habitant de son village. Le Goré, soldat Goré. Le Goré, pourquoi? Il était proche du village. C'est pas lire, pas écrire. Sauf que lui, il est mort à Leipzig. Après avoir fait toutes les campagnes de France et d'Europe. Il est mort en capitaine. Donc c'est pas mal quand même, c'est une belle histoire. En honneur à cet homme. Allez, c'est la deuxième section. Les gilets fermés.
Le but, c'est de s'identifier au maximum à son personnage. Fermez vos gibers. Veillez à l'alignement. Quitte parfois à en faire un peu trop. On joue un rôle et le rôle il est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Presse-toi deuxième. Porte ton arme. En avant. En cette veille de bataille, l'heure est à la discipline et à l'entraînement militaire. Un peu caché au deuxième rang, Jean-Luc Potet a lui aussi rejoint son unité. Voilà, ça c'est mieux. Jean-Luc est un simple homme de troupe. Mais dans son régiment, il y a aussi son fils, Joey, qui lui fait partie des gradés. Regardez, justement pour boucher les trous. Allez, on termine sa clope et on va y aller les loulous, on va bouger. Vous êtes fier de votre fils? À 100%. C'est un jeune qui montre qu'il a pris du respect. Et là, il a le rôle de sergent depuis 2 ans. Il commence seulement à avoir ses épaulettes et son dragon. Et là, par rapport à ce qu'il fait, c'est impeccable, quoi. Et ce qui est différent, c'est que dans les rangs, c'est mon chef. Pourtant, c'est mon fils. Et ça, je plus rien. Joey travaille son personnage dans le moindre détail. Il profite du bivouac pour compléter son uniforme de sergent en achetant cette dragonne pour 50 €. Ça coûte cher, donc tout le monde n'a pas des gros budgets. Et on est obligé de faire avec ce qu'on peut faire. Mais c'est sympathique, c'est bien. Des fois on fait par soi-même et il y a des trucs, quand c'est basique comme ça on peut faire soi-même. Mais comme ça c'est compliqué, quoi. Fier de son achat, Joey dépense beaucoup d'argent pour nourrir sa passion. Ce qui est plus fort pour moi, c'est vraiment la passion de l'histoire. Et on en apprend encore. On en apprend toujours et on en apprendra encore et encore. Ce jour-là, les deux hommes vont faire une rencontre qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Celle de Franck Sanson, dans le rôle de Napoléon. Bonjour. Tout va bien? Bonjour. Très bien. On va se battre pour commenter les Oui, il faut, hein. Demain, on les aura. Oui, mais même après-demain. Compte sur nous aussi. Hein. Merci. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Il semble ému, comme s'il venait de rencontrer l'empereur en personne. Voilà, je viens de le retrouver. Qu'est-ce qu'on ressent quand l'empereur arrive? C'est la France, c'est l'Empire. On est fiers qu'il soit avec nous parmi nous. Franck Sanson est accueilli comme une rockstar. Tout à son personnage, il salue personnellement chacun de ses soldats, à la manière de Napoléon. Sur la route, il adresse un message chaleureux à Bernard, l'éleveur de chevaux du Morvan, gagné sur la route de Napoléon, ta croix. ému aux larmes d'avoir été reconnu par l'empereur. On sent une certaine émotion. C'est un très bon souvenir pour nous. Ah, la cavalerie. Bernard aussi est arrivé la veille dans le camp, avec sa famille et ses 3 chevaux. Blücher. Il étudie la carte de la bataille avec sa femme. Voilà, Blücher, donc. La bataille que nous allons reconstituer demain, c'est la bataille de Ligny. La reconstitution de Waterloo, la défaite finale, c'est dans 4 jours. Mais avant, ils doivent reconstituer une autre bataille, celle de Ligny. Victoire de Napoléon, mais Blücher a quand même pu s'échapper. Blücher a pu repartir vers le nord. Et il a reçu les estafettes de Wellington qui lui ont demandé de bliquer vers l'ouest pour pouvoir venir prêter main forte à Waterloo. Et à la fin de la bataille, où Napoléon était quasiment gagnant, au lieu de voir arriver Grouchy, c'est Blücher qui est arrivé. Et là, c'était la panique et c'était la défaite totale. Sur le bivouac, en cette veille de bataille, les premiers touristes commencent à affluer. À la nuit tombée, les bénévoles partagent une veillée d'armes joyeuse. Et pour certains, bien arrosée.
Dimanche 14 juin, au petit matin. Il y a 200 ans, à la même heure, l'armée de Napoléon se préparait pour sa dernière victoire. Uniforme impeccable, Joey commande fièrement sa section du 48e de ligne. Rassemblement, marche! 1500 soldats convergent vers le champ de bataille. Ils étaient 100 fois plus à l'époque. Partez! Out! L'empereur! Ce jour-là, Napoléon défie les troupes du maréchal prussien Blücher. Sur le champ de bataille, pas d'improvisation. Devant un public de connaisseurs, les figurants reconstituent aussi fidèlement que possible les grands moments de la bataille telle qu'elle s'est réellement déroulée. D'abord, des tirs d'artillerie. Le moment que redoute le plus Véronique Simzac. Je vais calmer mon cheval. C'est déjà difficile pour lui et en plus il voit les autres chevaux affolés. Donc ça ne le rassure pas franchement. Alors que quand ça se calme et qu'il se trouve à côté de ses congénères habituels, il prend son mal en patience et il bouge plus. Après les tirs de canon, ce sont les troupes d'infanterie qui entrent en scène. Un face-à-face meurtrier qui s'achèvera au corps à corps et à la baïonnette. À la fin de la bataille, Napoléon donne l'ordre à la cavalerie française de charger l'ennemi. C'est le coup de grâce. Certains Prussiens choisissent de se rendre, d'autres sont mis en déroute. Euphoriques, les troupes françaises savourent la victoire. Blücher, je ne sais pas où il est, mais on l'a vaincu alors. J'ai vraiment été dans la bataille à charger notre ennemi qui n'était pas très virulent, donc c'était assez facile. Mais je me suis bien amusée. C'est une belle victoire. C'est une très belle victoire. Le 16 juin 1815, Napoléon remporte face aux Prussiens sa 41e victoire militaire d'affilée. Rien ne laisse prévoir sa défaite de Waterloo, 2 jours plus tard. Les Prussiens sont écrasés, j'ai envoyé Grouchy les poursuivre pour qu'ils ne puissent pas se reformer, il va les attraper. Et j'aurais plus jamais de problème avec les Prussiens. Je pense que les Anglais vont être effectivement à vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles, mais il y aura un très petit groupe. C'est vrai que Wellington, mon cousin, on écrasera tout ça facilement. L'histoire aurait pu s'arrêter là. 2 jours après, à Waterloo, les troupes prussiennes auraient pu ne jamais prendre à revers les troupes françaises. Et Napoléon serait resté le maître de l'Europe. C'est ce que croient toujours certains admirateurs de l'empereur. Pour eux, Waterloo n'a jamais vraiment existé. Dans le centre de Paris, nous avons rencontré l'un d'entre eux. Bienvenue chez l'empereur. On fait tout, hein? Pierre-Jean Chalençon est l'un des plus grands collectionneurs d'objets napoléoniens. Son appartement est un musée vivant à la gloire de l'Empire. Ah, je vis complètement dans un musée, mais moi je me sers de tout. Vous voyez là, le mobilier là, il est classé Trésor National. C'est Georges Jacob, c'est dans ce mobilier que Napoléon s'est marié, aux Tuileries, avec l'impératrice Marie-Louise. Ah là, c'est le service à thé de Pauline Borghese offert par Napoléon. Ça m'arrive de temps à autre de boire une petite tasse de thé le soir avec des gâteaux, quoi. Écoutez, vu le prix que ça me coûte, il faudrait quand même que je sois débile pour pas m'en servir, quoi. Ça, vous voyez, ça c'est une bouteille de cognac de la cave de Napoléon. 1811, château de Fontainebleau. Ouais, c'est Fontainebleau. Il a commencé à amasser ce trésor de 3000 objets dès l'âge de 14 ans. À l'époque, il ne valait presque rien
Et Pierre-Jean Chalencon a été l'un des premiers à miser sur Napoléon. Ça, c'est le fauteuil de l'empereur, le bureau du tsar, et ça, c'est mon bureau. Tout ça, vous voyez, ça, c'est des traités de paix. Ça, c'est le portrait de la CEPED. Ça, c'est la bibliothèque du roi de Rome. Ça, c'est le Code civil, l'exemplaire original du Code civil. Ça, c'est les commentaires de César de la Malmaison. C'est l'histoire du monde. Une collection unique. C'est en la louant à des musées qu'il gagne sa vie. Ce jour-là, ce grand portrait du sacre de l'empereur doit partir pour une exposition. Depuis 30 ans, Pierre-Jean Chalencon marche sur les traces de Napoléon. Il n'a pas raté une seule reconstitution des 41 batailles napoléoniennes. Mais pour cet amoureux de l'empereur, pas question d'aller célébrer une défaite. Voilà. Waterloo, non, je laisse ça aux Anglais. Ou aux Français qui aiment se faire avoir par les Anglais. Je préfère oublier cette date, cette ville. Ne plus entendre parler de Waterloo. Waterloo, il va se faire foutre. Et pourtant, dès demain, pas les Anglais. 200 000 personnes vont se retrouver dans cette plaine pour assister à la reconstitution de la bataille qui a brisé le rêve de grandeur de Napoléon. Béatrice, vous avez réalisé ce reportage avec Éric Voringer. Alors première question, pourquoi autant de ferveur autour de Napoléon dans notre pays, mais aussi au-delà de nos frontières? Adulé ou critiqué, Napoléon, 200 ans après, continue de fasciner de l'Amérique à la Chine en passant par la Russie. Et nous sommes allés avec notre caméra, avec Éric Voringer, suivre tous ces passionnés de l'histoire. Napoléon, d'abord, c'était un formidable homme militaire, un génie militaire, même si à la fin de sa vie, il était fatigué, mais on se souviendra de lui au pont d'Arcole, c'est l'image qu'on retiendra. C'est aussi un homme qui a fait les institutions sur lesquelles nous sommes et nous vivons aujourd'hui, à savoir le Code civil, le baccalauréat que nos enfants passent aujourd'hui. Il est sur tous les monuments, l'Arc de Triomphe, enfin, la liste serait très longue. C'était donc ce génie militaire, cette 41e bataille. Il a fait plus que Hannibal, César et Alexandre réunis. Et il incarne aussi la méritocratie, c'est-à-dire la réussite par le mérite, la volonté et le travail. Il a donné sa chance à chacun. Alors cet événement, ce n'est pas juste un spectacle, hein. Il y a 200 000 personnes qui viennent le voir, bien sûr, mais il y a aussi des chefs d'État, il y a aussi des têtes couronnées. Alors lesquelles? Alors aujourd'hui, pour cette commémoration du 18 juin, il y avait le roi et la reine de Belgique, le couple royal de Hollande, il y avait aussi des membres de la couronne britannique. En France, il n'y avait que l'ambassadeur de France en Belgique, et il n'y avait aucun de nos grands politiques. Pourquoi? Célébrer une défaite, je pense que déjà c'est pas facile. Il y a le hasard du calendrier aussi qui veut qu'on soit le 18 juin, l'appel du 18 juin. Donc il n'était pas à Waterloo. Mais il y a quand même d'autres raisons, parce qu'il y a une part d'ombre aussi chez Napoléon. Alors ces points positifs pourtant, c'était quand même un petit Corse qui est parti de rien, qui savait pas un mot de français et qui s'est fait tout seul. Donc beaucoup de gens s'identifient à ce personnage. Et il incarne l'audace, le charismatique, la vision qu'il avait de la construction de l'Europe. Donc on pourrait se retrouver dans son personnage. Mais il y a quand même une zone d'ombre, parce que Napoléon, c'était un conquérant, certains y voient un dictateur. Donc ça peut mettre mal à l'aise. Et c'est peut-être ça le complexe du grand homme de nos hommes politiques. Merci Béatrice. C'est un métier exigeant, souvent peu rémunéré. Il a coûté la vie à plusieurs d'entre eux en janvier dernier. Cabu, Wolinski, Sharp, Tinius, Honoré, assassinés dans la tuerie de Charlie Hebdo. Caricaturistes, dessinateurs de presse, qui sont les hommes et les femmes qui, sur un bout de papier, d'un trait de crayon, en quelques mots, donnent à rire et penser sur l'état de notre monde. Les enfants de Charlie, c'est un reportage d'Anouk Burel et Frédéric Basile. Anouk répondra aux questions de Guylaine. Elle nous a donné rendez-vous dans la salle du Hublot, au journal Libération à Paris. Coco, une jeune dessinatrice de Charlie Hebdo, prépare le prochain numéro. Elle a survécu à l'attentat, c'était il y a 5 mois. Depuis, elle s'est fait tatouer des dessins de Charb et de Tinius sur le bras. Et voilà.
Ouais, le premier que j'ai fait, c'est Maurice c'est pas tapon, parce que je voulais me donner un peu de courage, je voulais voir Charb en dessinant, en fait. Je suis droitière et là, comme ça, je le vois. C'est symbolique, positif. Tu l'as fait après les attentats? Ouais, je l'ai fait un mois après. Un mois après. C'est dans cette salle que l'équipe de Charlie Hebdo s'était retranchée, à l'abri des regards, pour faire le numéro Tout est pardonné, juste après les attentats. Depuis ce jour-là, Coco n'a jamais arrêté de dessiner. C'était un moyen déjà au départ de ne pas penser à cette tuerie. Pas pour l'oublier, mais pour essayer de me projeter vers autre chose, de plus positif, de plus m'occuper l'esprit, pour chasser un peu ces images que j'avais vues le 7 janvier, ces bruits, c'est tout. À la base, quand je me suis mis à redessiner tout de suite après, c'était pour ça. Maintenant, c'est quelque chose de bien plus profond, parce que j'ai envie de m'inscrire dans la continuité des gens qui sont partis. Et j'ai envie de continuer ce journal. J'ai envie qu'ils vivent. J'ai envie qu'ils vivent pour pas que ces terroristes aient gagné. J'ai envie qu'ils vivent parce que le dessin, la liberté d'expression, c'est des choses essentielles dans nos vies à tous. La liberté, c'est pour tout le monde. Je pourrais faire des petits signes derrière, type il y a du public. Mais... Qui sont les jeunes dessinateurs de presse aujourd'hui? Pour quelles valeurs veulent-ils se battre? Que veulent-ils dénoncer? Les attentats ont-ils changé leur façon de travailler? Camille Bess a le même âge que Coco, 32 ans. Elle aussi a appris son métier à la rédaction de Charlie Hebdo. Mais il lui a fallu du temps pour reprendre ses crayons et le chemin du dessin après le 7 janvier. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Pendant un mois et demi, ça a été vraiment très compliqué. Je n'arrivais plus du tout à dessiner, de par cette pression d'être à la hauteur de ce pourquoi d'autres sont morts. Elle travaille à l'Humanité Dimanche, un magazine de gauche. Elle est responsable du dessin politique de la semaine. Ah si, ça peut être sympa, cette image. Nouvelle Donne, il serait déjà en train de s'exploser. Sinon, oui, on a aussi des chiffres sur le temps de parole, comme d'habitude, avec une surreprésentation UMP, PS et FN. Je pense que ça va tourner autour du FN, de l'overdose de sondage, de dérapage et d'omniprésence. Mais à vous de voir. Marc, d'autres choses? L'année dernière, c'est Charb qui l'avait recommandé à la rédaction. Il collaborait lui aussi pour ce journal. Moi, j'ai un truc terrible depuis les attentats, c'est que j'ai le fantôme de Papa Charb au-dessus de l'épaule qui me dit « tu fais de la merde » et qui me pousse à essayer de faire mieux. C'est peut-être le truc. Je suis peut-être plus exigeante avec moi-même. Voilà. Je me sens, je sais pas, peut-être responsable de quelque chose d'un peu plus grand que moi, quoi. Puis ça passera. Mais là, oui, il y a l'ombre de Papa Charb, c'est vrai. Cela fait 7 ans que Camille est dessinatrice de presse. Désormais, elle a aussi envie de transmettre ce que ses maîtres de dessin lui ont donné. Ce jour-là, elle est invitée à parler de son métier à des étudiants en école d'art lors d'un atelier. C'est l'école Estienne de Paris. Un très bon dessin de presse, c'est celui qu'on ne peut pas décrire. C'est celui qu'on est obligé de voir. Celui qui ne peut pas être traduisible en mots. Et si vraiment vous voulez y arriver, utilisez les images comme des mots. Et construisez votre propre langage à partir de ce matériau-là. Je pense que là, tu as quelque chose qui peut être assez chouette. Alors, les étudiants ici ne se destinent pas à ce métier, mais ils préparent un concours de dessin de presse. Elle est venue les aider. Je sais pas trop comment représenter la liberté d'expression. Parce que bon, là, il y a un bras qu'on peut imaginer. Dans la classe,
Certains ont déjà du talent pour la caricature. Joseph, par exemple. D'amputer un petit morceau alors que tout le reste est gangréné. L'année dernière, il a gagné le concours étudiant grâce à ce dessin sur l'Ukraine. Je pense qu'il aura plu, c'est que ça collait vraiment à l'actualité. C'était, c'est des événements qui s'étaient passés juste quelques jours avant la fin de la participation. Et je pense qu'ils ont apprécié ça, que ce soit quelque chose de frais. On est sur un dessin qui est simple, le titre est limpide, il n'y a pas de contresens possible et nous avons un futur dessinateur de presse, s'il le souhaite en tout cas. On verra. Voilà, il faut un plan B. Difficile d'expliquer ce qui mène à ce métier. Camille, elle, c'est surtout une conscience politique de gauche qui lui a donné envie d'aller frapper à la porte de Charlie Hebdo à 25 ans. De plus en plus, j'avais envie de parler de choses politiques. Et quand on s'intéresse à la politique, au social, d'un côté, et que de l'autre côté, on est dessinateur, je crois qu'on arrive fatalement au dessin de presse. J'y suis. Mais c'est ce que je leur racontais tout à l'heure. Moi, je suis arrivée au dessin de presse quasiment par hasard. Si Charlie Hebdo m'avait pas ouvert ses portes, je n'ai aucune idée de ce que je ferais aujourd'hui, vraiment. Mais après les attentats, les étudiants ont-ils encore envie de faire ce métier? En tout cas, moi, ça m'a pas donné plus envie de le faire. Ça m'a pas fait peur non plus. C'est pas quelque chose qui va me faire dire je ferai jamais de dessin de presse, c'est trop dangereux. Après, il y avait peut-être le truc que le dessin de presse, il pouvait avoir un côté un peu désuet où on se demandait est-ce qu'il a vraiment du pouvoir encore le dessin de presse. Et du coup, là, de voir que ça fait réagir des gens d'une manière aussi violente. En tout cas, dans la classe, il y a des gens qui en ont pris conscience de ça, qu'on pouvait s'engager par le dessin. Les attentats, en tout cas, leur ont donné envie de dessiner. Peut-être parce que Charb, Tinius, Honoré venaient régulièrement ici leur parler de leur métier. Thibaut Soulcier, lui aussi, a 32 ans. Il dessine essentiellement pour le journal L'Équipe et le site internet de Télérama. Poutine fait ce qu'il veut, il ne s'arrêtera pas là si on ne lui donne pas de limite. Il faut dire aux Européens que la ligne... Ce matin, le casque vissé sur les oreilles, il cherche des idées pour dessiner l'actualité. Yanis Varoufakis, le ministre grec des Finances, Des heures de recherche, des dizaines d'esquisses pour trouver le dessin parfait qui vise juste au bon moment. Toute la logique du capitalisme est basée... Cela fait 7 ans qu'il est dessinateur de presse. Ricky n'est pas facile. Il a un visage assez poupin. Il n'a pas trop de traits en fait. Pas trop de sourcils. Il a les mâchoires puissantes. Même s'il ne travaille pas à Charlie Hebdo, les attentats semblent lui avoir dérobé une part d'insouciance dans son métier. Sur le coup, il y a eu un peu une semaine d'état second, quoi, une semaine de tout était comme suspendu. Donc là, j'étais hyper focus. C'est qu'après, 2-3 semaines après, il y a eu un contre-coup où là, tu te dis un peu à quoi bon le dessin, qu'est-ce que ça change. Et en même temps, voilà, 2-3 semaines après les attentats, une fois que tout le monde n'était plus Charlie et qu'on a eu d'autres sujets de préoccupation, on est retourné à notre indifférence générale. Pour moi, un truc comme ça. Et en même temps, avec cette espèce d'énorme poids de... Voilà, vous êtes les héros de la liberté d'expression et de... Allez-y, quoi. Montez sur les barricades et allez blasphémer pour garder ce droit pour tous les autres. Bon. Pour des gens qui font de l'humour, c'est un peu un gros poids, quoi. Thibaut, c'est Cabu qui lui avait donné le goût de ce métier. Cabu et Gottlieb, un auteur de bande dessinée. Il est entré très tôt dans leurs univers. Tous les enfants dessinent, moi j'ai jamais arrêté. Et j'ai toujours adoré ça. Et puis à la maison, il y avait l'étagère des BD interdites. Enfin interdites, qui étaient plutôt pour les grands, quoi. Avec Wolinski, avec Cabu, avec Gottlieb. Et moi j'avais une passion pour Gottlieb.
Je me souviens, je recopiais Jacques Chirac par Cabu parce qu'il avait tous les petits plis de la bouche qui faisait un peu Gottlieb, c'était un peu BD quoi. Moi j'aimais bien ça. Cabu il disait le dessin de presse il venge. Et c'est ça, il y a un côté je prends ma revanche et je me venge quand je fais un dessin. Et c'est salvateur quoi. Il y a un côté cathartique dans le dessin de presse qui soulage énormément. Et toi, ça te venge de quoi par exemple? Moi ça me venge des injustices, des inégalités. Le dessin comme une revanche sur les inégalités sociales. T'es politisé, toi? Moi, non, pas vraiment. Je suis pas militant, moi j'ai pas besoin d'être militant, je fais des dessins. Mais j'essaye de pas faire des dessins militants, mais j'essaye de faire des dessins qui appuient là où selon moi il y a un souci. Les attentats n'ont pas changé sa façon de dessiner. Thibaut aime toujours son métier. Et il a le don de savoir aussi en parler très simplement, avec des collégiens par exemple. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai fait des nains qui boivent de la bière et qui veulent pas recycler leur canette, parce que c'est le boulot de Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, elle a la cocarde qui est sur le bonnet de Marianne. Vous avez vu le dessin avec le petit chaperon rouge? Il reprend souvent les grands classiques. Blanche-Neige, version bonnet rouge de Bretagne, le petit chaperon rouge Syriza qui fait peur aux loups de Bruxelles, ou encore un électeur qui écoute le bruit de la mer. C'est la blague. Difficile d'en percevoir tous les messages à leur âge. Les collégiens sont fiers de lui montrer leurs caricatures et ils ont aussi des questions à lui poser. Essayez de me convaincre de faire votre métier. Tu t'es cru à la journée des rencontres professionnelles? On peut mourir. On n'est pas très bien payé pendant assez longtemps. Le boulot peut s'arrêter n'importe quand. Mais alors, qu'est-ce que tu rigoles quand tu vas travailler? Après ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, vous avez peur de faire votre travail? J'ai pas peur. Pourquoi? Je sais pas, quand Charlie Hebdo ils ont fait des caricatures, ils se sont fait tuer et vous faites des caricatures, vous avez pas... Eh ouais. Là, on se rend compte que c'est dangereux. Après, peut-être que si je travaillais pour Charlie Hebdo, d'être entouré de policiers en permanence, ce serait plus inquiétant, quoi. Vous faites des caricatures sur la religion? Sur la religion, j'en fais quand ça arrive dans l'actu. Ça peut paraître un peu naïf, mais moi je pense que le dessin de presse, il devrait taper sur le fort qui abuse de sa place et protéger le faible. Tu vois? Quelqu'un qui croit en Dieu, moi, à part que moi j'ai le droit de lui dire Dieu n'existe pas, mais je vais pas lui taper dessus parce que je trouve qu'il est bête de croire en Dieu. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Passé les questions, Thibaut se met au tableau. Est-ce que David Guetta pousse les gens à faire n'importe quoi? En quelques minutes, il a réussi à les faire rire des drames de l'actualité. Un univers qu'il ne connaissait pas. Est-ce que c'est important de parler de ton métier après les attentats de Charlie Hebdo? Parler de mon métier, je suis toujours partant. Je pense pas que ce soit plus important qu'avant. Peut-être que pour la liberté d'expression, c'est important qu'on se batte pour la conserver, mais tout peut pas reposer que sur nos épaules à nous. Et pour ce qui est des attentats, des événements, j'ai pas encore bien réalisé, percuté ce que ça change pratiquement. Les dessinateurs ont-ils changé leur façon de travailler? Retour à Paris où Camille termine son dessin politique pour l'Humanité. Elle dessine aussi pour le magazine féministe Cosette. Depuis les attentats, elle a décidé de publier certains de ses dessins sur Internet. Pour défier la peur, dit-elle, mais elle le fait avec la plus grande prudence. Il faut vraiment faire gaffe à ce que les dessins ne puissent pas être sortis de leur contexte. Et quand on est sur Internet, c'est des choses qui arrivent. Mais ça, par exemple, tu peux pas le contrôler? Si, je peux le contrôler en faisant en sorte que mon dessin soit extrêmement clair. Et qu'il n'y ait pas de double sens possible. Des fois, on ne les voit pas nous-mêmes parce qu'on est tellement habitué à être entre gens qui pensent de la même manière, en gros, et qui avons le sens de l'humour. Voilà, on fait plus gaffe. Et puis tout à coup, le truc est sorti de son contexte et...
Leur génération fait désormais partie d'un monde où tous les dessins peuvent être vus à l'autre bout de la planète, créer des émeutes, être mal interprétés. La donne a changé. Alors les jeunes dessinateurs de presse doivent-ils se fixer des limites? Ce soir-là, Camille a rendez-vous avec un ami, Pascal Gros, l'un des dessinateurs du magazine Marianne. Elle vient d'apprendre qu'un de ses dessins, réalisé il y a 2 ans pour un magazine féministe, fait polémique en Inde. Un dessin qui compare le statut des femmes à celui des vaches. Non, mais c'est hyper improbable, la réapparition de ce dessin. Mais qui a été chercher ce truc-là? Ça date d'il y a 2 ans, c'est sur mon site sur lequel personne ne va. J'en sais rien, mais ça recoupe ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est bien parce que tant qu'à faire, ça tombe sur un dessin qui est bon. Mais est-ce que vous vous dites, comme certains pensent dans ce métier, il faut faire un dessin plus responsable, on n'a pas le droit de heurter les gens, on a une responsabilité Tous les dessins qu'on est susceptible de faire, ils vont finir par heurter quelqu'un. Si on commence à réfléchir, à savoir le dessin que je fais, est-ce que à 20 000 km de là, il y a un type sans prendre sa step qui va devenir fou dingue parce qu'il l'a vu sur Facebook? On dessine dans Poppy, puis on s'arrête là, quoi. Il n'y a plus que Petit Ours Brun, et encore. Il va sûrement y avoir une secte qui déteste les ours et qui va nous taper sur la gueule. Donc au bout d'un moment, on s'arrête, c'est tout. Autant les attentats, ça ne me ferait pas arrêter, autant si demain je suis obligé de dessiner que des trucs qui plaisent à tout le monde, là, ouais, j'ouvre un troquet, parce que sinon, c'est pas la peine. Pascal Gros, un homme qui dessine l'actualité pour pouvoir peut-être en supporter parfois l'horreur et l'absurdité. Son ami Tinius est mort dans l'attentat du 7 janvier. À la rédaction de Charlie Hebdo, Coco, elle non plus, ne veut pas changer sa façon de travailler. Si Mahomet ne fait pas l'actualité, il n'y a pas de raison de le dessiner. Par ailleurs, si c'était le cas, par rapport à des attentats terroristes ou des choses comme ça, je ne me pose même pas la question. Je le fais comme je l'ai toujours fait. Parce que c'est mon boulot. Parce que si c'est l'actualité, je le fais. Je ne me pose pas la question de me réfréner ou pas. Je m'en fous, je fonce. Je crois que Camille, elle, pense que désormais les dessinateurs doivent surtout s'expliquer. Ce jour-là, elle a accepté de débattre avec Tariq Ramadan, un islamologue controversé. Dans la salle, nombreux sont ceux qui ont été choqués par les dessins de Charlie Hebdo. J'ai le droit de trouver que c'est un humour pas très courageux. J'ai le droit de trouver que c'est même un humour de lâche. J'ai le droit de trouver, mais ça ne veut pas dire que je vous enlève le droit de l'avoir, mais je me donne le droit de son évaluation. Moi, je m'étais posé la question, suite au 7 janvier, de c'est quoi prendre ma part? Et je me dis que si chacun prend sa part, si chacun va vers l'autre et lui dit on a le droit de pas être d'accord, mais on va essayer au moins de s'entendre, le monde ira mieux. 2 heures éprouvantes pour la jeune dessinatrice. Vous en êtes très bien sorti, bravo, et c'est super d'être venu. C'est moi qui ai tout fait un petit peu. Et le débat ne s'arrête jamais. De l'intervention, quand je vois ça, je trouve que Charlie est misogyne et n'est absolument pas féministe. Eh bien, détrompez-vous. Et je vous assure, Charlie est féministe. Parce que vous avez bien dit que mon objectif, ce n'est pas d'humilier. Lorsque je fais un dessin, je ne veux pas humilier. Pour moi, c'est une parole très importante et je l'écoute, vous voyez. C'est la première fois de ma vie que je me fais huer. Je me dis que je fais mes armes. Bon, je m'étais promis de dire 2-3 trucs que j'ai réussi à dire. Voilà. Il y a quelques femmes qui sont venues me voir à la fin, toutes musulmanes, pour me remercier, me féliciter, me dire que finalement, bon, on n'est pas d'accord, mais on peut bosser ensemble dans le même sens. Je me dis que tout ça n'a pas été vain. Continuer dans les pas de Charb et de la satire française, un héritage qu'ils ne sont plus très nombreux à revendiquer. Guillaume Doisy est spécialiste de l'histoire de la caricature. Et pour lui, une page est en train de se tourner.
Dans ses archives, conservées comme des pièces du patrimoine, il a retrouvé ce numéro spécial de l'assiette au beurre de 1904. On est en pleine Belle Époque, 1904. Qui caricaturait déjà toutes les religions. C'est un numéro qui fait systématiquement la religion hindouisme, la religion chrétienne, enfin juive puis chrétienne. Et ces caricatures étaient populaires à l'époque. La religion musulmane avec la représentation de Mahomet tenant un sabre sanglant en chef de guerre en fait. Voilà, la religion chrétienne avec l'Inquisition en fait, des images très dures, des religieux en train de torturer des femmes. La plupart des dessins visent en fait le clergé, le bas clergé, éventuellement le pape, et on critique l'institution et non les dogmes en fait. Il a retrouvé aussi les exemplaires d'Harakiri qui avaient son public après mai 68. On est en 73. Mais Harakiri, c'était juste avant la naissance de Charlie Hebdo. Un des fondateurs de Harakiri dit nous, on n'a pas de tabou, justement, on rit des tabous, on fait rire de tout, de la mort, de la maladie, des cancéreux, du cul, etc. Et là, il y avait 250 000 exemplaires quand même qui étaient vendus, donc un vrai public pour ces images totalement délirantes. Avant les attentats, Charlie Hebdo n'écoulait plus que 30 000 numéros par mois. Les temps ont changé. Le dessin de presse est en effet derrière nous, alors que l'avenir, c'est les Guignols de l'info, c'est Canteloup, c'est ces émissions, c'est les humoristes à la radio ou à la télé. Et quelque part, l'image fixe, elle ne correspond plus trop à notre appétit pour l'image animée avec le son. C'est la fin d'une période, quoi. On est dans une période longue de désaffection du dessin de presse, désaffection sociale, c'est-à-dire que le dessin de presse, autant en 68 on a eu un regain parce que le mouvement social s'est reconnu dans des affiches, dans des dessins satiriques, contestataires, on n'a pas utilisé le mot contestataire, mais Harakiri, Charlie Hebdo, c'est du dessin contestataire, c'est pas juste du dessin de commentaires. Mais aujourd'hui, dans une période quand même relativement atone politiquement et socialement, le dessin contestataire n'a plus vraiment sa place. Il aura de nouveau sa place quand un mouvement contestataire réémergera et aura envie de refaire vivre un certain nombre d'idées. Plus que les menaces, ce sont surtout les conditions de travail des dessinateurs de presse qui auraient de quoi faire fuir les jeunes générations. Merci. Fait divers. La pollution, c'est un bon sujet. Ce matin-là, Thibault cherche encore des idées pour son dessin de la journée. Un dessin qui lui rapportera entre 80 et 250 €, selon la publication. Est-ce que c'est difficile d'en vivre, de ce métier? Ouais, non, c'est assez dur d'arriver à se faire un nom et à trouver une publication qui rayonne assez, quoi, parce qu'il y a peu de publications. Et c'est assez long pour se construire une signature, un nom, c'est assez long pour être connu, quoi. Donc il faut être prêt à manger de la vache enragée assez longtemps. Et c'est pour ça qu'en général, on a tous des boulots alimentaires ou des boulots de commande à côté qui permettent d'assurer un minimum mensuel. En plus des idées, Thibault cherche aussi constamment des nouveaux espaces pour s'exprimer. François Hollande, c'était un type. Avec un ami, il enregistre une émission de caricature sur Internet. Un nouveau territoire pour les dessinateurs de presse. Alors les cheveux, j'ai jamais bien su, mais en tout cas, lui non plus. Très noir, très noir. Tu vois, comment ça s'appelle, Régicolor Extra Black. Il y a beaucoup moins de place pour les auteurs les dessins de presse, et donc ça c'est un vrai problème, parce que c'est une obligation presque démocratique d'avoir du dessin de presse, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un moment de respiration dans une démocratie, le trait d'humour, le trait d'esprit, c'est quelque chose de vital, c'est nécessaire, et si on n'a pas ça, on a une société un peu conforme, un peu bloquée sans doute, il faut défendre ça. Alors de quoi l'avenir sera-t-il fait? Retour à l'école Estienne de Paris. Une centaine de dessinateurs professionnels a répondu présent pour élire le meilleur dessin de presse étudiant de cette année si particulière. Plus de 1000 dessins ont été présentés.
Cette année, c'est de très très bonne qualité. Il y a plein de choses très bien. C'est pas tous les ans comme ça. Derrière les panneaux, des visages connus. Gérard Billard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Fools, un dessinateur du journal satirique. Et Pascal Gros, qui vient tout juste de rejoindre leur rédaction. Il y a des trucs où on sent qu'il y a de la recherche, le type s'est creusé la tête, c'est drôle, c'est bien fichu, c'est intelligent, c'est pertinent. Il y a des trucs qui sont assez réussis. Les deux gagnants sont 19. Coco est la présidente du jury. Il faut départager. 19, levez la main. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, 24. Le résultat, c'est un coming out à Daesh. Papa, maman, je suis Charlie. C'est une bonne idée, mais moi j'avais voté pour celui-là. Parce que je le trouvais marrant. Ça fait du bien de voir des dessins comme ça, parce que c'est du soutien aussi. C'est bon pour le moral. On verra peut-être des petits cabus, des petits charbes à Estienne bientôt. On verra bien. Le soir de la remise des prix, elle est très émue. J'avais envie de dire ça et j'avais envie que vous continuiez et que vous compreniez le combat qu'on fait maintenant, aujourd'hui, plus tard, encore beaucoup. Merci. Dans cette foule d'étudiants, combien deviendront dessinateurs de presse? Combien reprendront le flambeau? L'avenir, incertain, est aussi entre leurs mains. Nous revenons d'abord à Charlie Hebdo. Le dessinateur Luz a annoncé qu'il ne souhaitait plus caricaturer Mahomet et qu'il allait quitter le magazine. Alors est-ce qu'il reflète de l'état d'esprit qu'il y a en ce moment à Charlie Hebdo? Bien sûr, Charlie Hebdo est encore en crise, c'est difficile de dire le contraire, mais c'est aussi un journal qui continue à paraître toutes les semaines depuis les attentats, qui continue à publier des caricatures, des dessins de presse sur l'actualité, ce qui a toujours été leur ligne éditoriale. C'est un journal qui a aussi recruté de nouvelles signatures, donc c'est un journal qui continue malgré tout. Et bien sûr, cette rédaction connaît des difficultés sans doute personnelles entre les gens, relationnelles, financières autour des questions d'argent. Mais c'est tellement difficile de se remettre de ce qui leur est arrivé collectivement aussi. Donc Luz a décidé effectivement de quitter le journal à partir de septembre. Il a dit que c'était son choix personnel, un choix personnel. Et il vient aussi de signer un ouvrage très fort qui s'appelle Catharsis, qui expose par le dessin son traumatisme personnel, intérieur. C'est très fort et c'est aussi un ouvrage qui le révèle en tant qu'artiste, en tant que dessinateur. Et c'est ce choix, c'est cette voie qu'il a choisi de poursuivre. Donc je crois que le fait de partir de ce journal, c'est aussi un acte fort de liberté de sa part. C'est aussi refuser d'endosser le rôle qui lui était presque destiné d'être le caricaturiste officiel de Mahomet. Il n'a jamais voulu endosser ce rôle, il n'a jamais voulu rentrer dans ces symboles très grands. Il s'en est expliqué assez rapidement, donc je trouve que c'est un acte de liberté. Alors depuis les attentats de janvier dernier, est-ce que la situation des caricaturistes dans le monde s'est améliorée, s'est aggravée ? C'est difficile à dire. En tout cas, il y a eu récemment un rapport d'une organisation américaine de défense de la presse qui a planché sur ce sujet. Et le rapport explique que ces menaces sont maintenant mondialisées et dépassent de loin les seules menaces terroristes. Partout dans le monde, des caricaturistes sont menacés, sont emprisonnés, doivent fuir leur pays, sont menacés de mort ou font face à des poursuites judiciaires. Donc c'est vraiment un phénomène mondial. Et la question d'Internet, les réseaux sociaux amplifient ces menaces, puisque bien sûr les dessins touchent un plus large public, donc c'est une chose positive, mais elles touchent aussi parfois un public qui peut réagir de façon très violente. Ces menaces arrivent aussi souvent dans le cadre de pays où le pouvoir politique est fragile et où les leaders politiques sont en difficulté. Souvent les caricaturistes sont les premiers visés par ce genre de menaces et de répression. Il y a par exemple un caricaturiste malaisien qui s'appelle Zunar, qui risque aujourd'hui 43 ans de prison à la suite de dessins politiques dans son pays. Il a dit qu'il allait continuer à dessiner jusqu'à la dernière goutte de son encre. Il aime son métier, il est décidé à continuer son métier, même s'il risque presque de passer la moitié de sa vie en détention.
Merci Anouk, merci pour ces informations complémentaires. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez rester en contact avec nous sur france2.fr. Faites-nous partager vos remarques, vos commentaires sur les reportages de ce soir que vous pouvez aussi voir ou revoir sur notre site. Nos prochains rendez-vous maintenant, Françoise. C'est samedi à 14 h. Vous avez rendez-vous avec mon envoyé spécial, le magazine dont vous êtes les rédacteurs en chef. Cette semaine, votre choix s'est porté sur du plomb dans le zinc, un reportage sur les bistrots en France en déclin depuis les années 60-70. Le petit noir au comptoir fera-t-il bientôt partie du passé? Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. La soirée continue sur France 2. Dans un instant, vous retrouvez les équipes de complément d'enquête qui s'interrogent ce soir sur le vivre ensemble en France. Nicolas Poincaré, c'est à vous.